Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie du Monde en 7 où nous évoquons l'Angola où Isabel dos Santos est citée et est en examen dans le cadre d'une enquête lancée en mars 2018 sur sa gestion lorsqu'elle dirigeait la compagnie pétrolière nationale Sonangol, un bras de fer entre l'ancienne famille au pouvoir et la nouvelle qui serait contre-productive aujourd'hui pour l'alternance. Vous posez également la question, M. Constant. Oui, je me suis posé la question si l'alternance était contre-productive pour l'Angola et partant pour tous les pays candidats à l'alternance. C'est une bonne chose l'alternance, mais alors il faut savoir la gérer. Pour le cas angolais, je pense que c'est encore une querelle au sein du même parti. Je l'ai déjà largement expliqué. Et peut-être qu'il y a un peu de flottement, manque de puissance ou de force de gouvernance de l'actuel président, qui est un produit de son prédécesseur. Il est un produit pur de son prédécesseur. Et s'il est tombé sous l'effet des courants réformistes et il se prend mal avec les tenants réels du pouvoir. Vous savez, 38 ans de pouvoir, ce n'est pas 38 jours. C'est toute une machine qui est mise en place pendant 38 ans. Et on ne peut pas la balayer en 1 an ou en 2 ans, même en 5 ans de mandat. Ce n'est pas possible, ce n'est pas aussi facile que ça. Et je crains pour l'actuel président que cette querelle n'aboutisse à sa propre destitution. Parce que le parti au pouvoir est encore solidement ancré et que même s'il faut des réformes internes, c'est un parti présidentiel fort. Et je ne crois pas aux réformes profondes ou du moins que d'un claquement de doigts qu'on puisse changer le système de gouvernance de l'Angola. Le plus important, c'est de savoir gérer cette crise pour que le pays ne bascule pas dans le désordre. C'est très important. Ce pays a déjà traversé une guerre civile pendant des dizaines d'années. Il a fallu dos Santos tel qu'il est pour reconstruire l'économie de ce pays. C'est vrai, pour chaque économie, dans la vie de chaque pays, il y a des hauts et des bas. Peut-être l'économie angolaise a pris un coup par rapport à la chute du prix du pétrole et ils ont de la peine à répondre aux exigences des populations, mais ça doit être une étape passagère et s'ils savent contenir le choc, eh bien, ils pourront s'en sortir, même si, oui, il faut le reconnaître, la famille dos Santos s'est construit un empire qu'il faut nécessairement mettre au profit du développement du pays. Ça doit être un processus, ça doit passer étape par étape, mais si on va de façon frontale, eh bien, on risque de déplorer beaucoup plus que ce qu'on gagnerait. Alors, avant de parler de bras de fer contre-productif, même pour l'alternance, vous posez la question de savoir si c'est réellement une alternance qu'on a eue, si on sait que c'est l'ancien président dos Santos, qui a mis ses pions à des postes bien stratégiques avant d'accepter l'homme fort aujourd'hui au pouvoir. Avant plutôt de répondre à votre question, oui. Si j'avais les contacts du procureur général de l'Angola, je l'aurais appelé tout à l'heure pour lui dire que les preuves de corruption qu'il cherche se trouvent ici à Lomé avec mon ami Lemou. Il a dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant, que la famille dos Santos s'est construit un empire. Un vaste empire. Mais j'espère que vous avez lu avant de venir à ce plateau. Oui. Alors, où est-ce que vous avez lu? Je reprends. Cet essai-là? Non, je reprends. C'est-à-dire que c'est ce que Jean dit. Oui. Il a déclaré, je lui dis que nous aussi nous croyons ici, comme mon ami l'a dit tout à l'heure, que la famille dos Santos s'est construit un vaste empire économique, mais qu'on doit mettre au profit du développement. Ça signifie que la querelle actuelle en Angola n'est pas une question de personne, mais également, effectivement, est une question de gouvernance où les biens du pays
sont spoliés, sont gardés soigneusement par une portion, et comme le dit le fait togolais, pas une minorité, pas une infime minorité, et qu'il faudra mettre à maintenant à la disposition de la grande majorité. C'est dire que les soucis sont réels. Peut-être que la méthode n'y est pas, mais les soucis sont réels. Oui. Il y a un problème de corruption là-bas. Revenant à votre question, les conditions de dévolution du pouvoir en Angola entre Eduardo Santos et son successeur semblent n'avoir pas été ce que les gens auraient souhaité. On a semblé assister à une transmission négociée et du pouvoir. Aujourd'hui, on craint fort que les conclusions du deal sont en train d'être violées par l'un ou par l'autre. Premier élément. Deuxième élément, moi je ne crois pas qu'il y ait la tendance de compte positif. Non. 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 Le parti MPLA est toujours au pouvoir. Hier comme aujourd'hui, est responsable de la gouvernance du pays. Mais il a évoqué la question de la montée des réformistes. Les réformistes constatent que non seulement dans ce même parti, il y a une infime minorité qui a gouverné le pays pendant au moins 38 ans, et que même à la faveur du départ physique de Eduardo Santos, cette infime minorité, puisqu'il y a un journaliste portugais qui a révélé un certain nombre de conclusions cachées entre Eduardo Santos en disant « Mon fils reste ici, ma fille reste là, tel général reste ici ». On ne peut pas continuer indéfiniment par gérer un pays comme ça. Donc, il y a des réformistes dans le même parti qui disent aujourd'hui « Non, ouvrez un peu la manne, ouvrez la vase pour que nous tous, au sein du parti, nous ne commencions pas à avoir accès à la gestion du pays. » Premier élément. Deuxième élément, les gens que les deals ont voulu maintenir à des postes stratégiques du pays continuent par rendre compte à Eduardo Santos et par moment défient l'autorité de celui qu'on a déposé, celui à qui Eduardo Santos a confié le pays. Ça fait que le monsieur commence à manquer d'autorité. À un moment donné, il se dit soit je l'ai, soit je le suis, soit je ne le suis pas. Et il n'y aura pas un élément dévastateur pour l'Angola. Mais je crois que c'est plutôt le moment de constater que nos pays, une fois que je le dis, doivent être dans une situation d'être dépersonnalisée et que la tenance ne doit pas être le choix d'individus pour dire viens, continue pas à faire pour moi. Doit être l'expression de l'aspiration populaire pour l'intérêt de nos populations. C'est ce qui nous manque en Afrique. Alors donc, Joao Lourenço refuserait d'être une marionnette aujourd'hui longtemps manipulée par Dos Santos. Oui, est-ce qu'il refuse d'être une marionnette aujourd'hui? Est-ce qu'il veut tirer le drap vers lui aujourd'hui pour prendre réellement le gouvernail? Dans tous les cas, il y a un conflit qui viole les accords qui ont existé. Et c'est pour cela que je dis, lorsque les règles de dévolution du pouvoir ne sont pas respectées, on ne peut que assister à de pareilles choses. Il faut qu'on comprenne que n'importe quel citoyen peut conduire le pays. N'importe quel citoyen. Il faut soustraire le pays, nos pays, de l'emprise des individus, de l'emprise des familles. On peut faire 40 ans, on peut faire 50 ans. Il faut y arriver à un moment donné où on dit fais. M. Demou peut faire, Gisson peut faire, Kofi peut faire. C'est ça le pays. Et tant qu'on continuera pas à avoir ces mauvais compromis dont l'objectif est de confondre le pouvoir à des individus, on ne peut qu'aboutir à ce genre de situation. Parce qu'en réalité, Eduardo Santos est parti sans être parti. Et aujourd'hui, le président qui est là ne se sent pas être impliqué au cœur de ce nombre de trucs où les gens continuent directement à dire « Ah, j'ai dit à Eduardo Santos, il m'a demandé de faire ci. » Non, cette somme, c'est à lui que je l'ai vu. D'habitude, c'est ce qu'on fait. Mais
lui aussi, il a des contraintes. Comme il a dit tout à l'heure, la baisse du coût du pétrole, même de l'or, mais il a des contraintes visibles. Et lui, en aucun cas, il ne peut jamais dire, vous savez, le président est parti, mais nous continuons pas à faire ceci et cela. C'est le type de gouvernance que nous souhaitons pour les pays africains. Nous devons sortir de ça. Alors, 2 secondes. Oui, en réaction. Le président actuel, il est au pouvoir, mais il n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est le MPLA. Nous sommes d'accord. Oui. Et le président du MPLA, c'est Dos Santos. Dos Santos a quitté le pouvoir, la tête du pays, la présidence du pays, mais ça ne veut pas dire qu'il a quitté le système du pouvoir. Aujourd'hui, Lorenzo n'a pas en main la puissance. Il fait partie partie du régime. Mais lui, ce n'est pas sa personne qui dirige le pays. Ce n'est pas sa personne. C'est le pouvoir en dehors de lui qui l'a mis à la tête du pays. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, cette petite alternance, si je peux l'appeler ainsi, puisque c'est au sein du même système, lui-même pur pouvoir de Dos Santos, je l'ai déjà dit. Cette petite alternance crée des problèmes au sein de la famille politique. Quand je dis la famille Santos, c'est la famille politique, MPLA. Ce n'est pas nécessairement la famille biologique. Oui. Je parle de la famille politique. Du régime. Alors, le régime est toujours là. L'actuel président, je l'ai dit et je le répète, ce n'est pas lui le pouvoir. Il est au pouvoir, mais ce n'est pas lui le pouvoir. Il doit savoir se prendre quand il fait face à des mutations internes. C'est normal. Pour la vie d'une organisation, il y a des moments où il y a ces besoins de réforme pour répondre aux besoins du moment. Il faut savoir les gérer de sorte à ne pas effriter le pouvoir dont il a hérité. Parce que, je le dis et je le répète, si la famille politique du MPLA se disloque, c'est lui-même qui quitte le pouvoir aussi. Alors on va venir au sujet sur le Togo. Quitter l'Angola, évoquer les 2 sujets indirectement liés, si on veut, par l'élection présidentielle de février prochain. Il n'y aura pas de mission d'observation électorale pour le Conseil épiscopal Justice et Paix Togo. C'est en tout cas ce qu'a décidé le ministre de l'administration territoriale. Et quelles sont les raisons de ce refus? Et est-ce qu'elles sont réellement justifiées? Je ne suis pas ministre. Alors je ne peux pas dire si ces raisons sont justifiées. Puisque la lettre a été adressée et il y a une réponse. Moi, j'ai lu la réponse, je n'ai pas en tête tous les arguments évoqués. Mais en résumé, c'est que le ministre trouve que ce regroupement au nom de l'Église a montré par plusieurs reprises sa prise de position politique en faveur d'une famille politique et par conséquent, l'observateur étant neutre, cette organisation n'a pas les aptitudes ou du moins ne remplit pas les conditions pour observer de façon neutre ces élections qui arrivent. Je pense qu'ils avaient déjà fait la même demande aux législatives, où je me trompe. Oui. Eh bien, c'était les mêmes raisons pratiquement qui étaient évoquées et ils se sont vus refuser. Entre autres raisons, c'est la source de financement de l'organisation. L'organisation elle-même a refusé de donner les informations sur ces sources de financement. Et là, si le ministère de l'administration territoriale trouve risqué d'accorder cette mission à cette organisation, eh bien, le ministre ne peut que refuser. Maintenant, ces raisons sont-elles fondées? C'est au regard de la loi qu'il faut les analyser. Alors, est-ce que le conseil épiscopal devrait être restructuré ou encore peut-être complètement formaté avant de pouvoir observer encore une autre élection au Togo? Depuis que cette lettre circule sur les réseaux sociaux, la première question que je me pose, est-ce que le ministre a qualité à accepter ou à
accrédité, à accepter ou à refuser l'accréditation, en faisant le code électoral, je crois que c'est la CENI qui accrédite les observateurs. Le ministre, dans son rôle d'autorité, n'a seulement qu'à vérifier si l'organisation, si la structure existe en bonne forme, respecte, et il peut faire des observations à la CENI. La décision doit revenir à la CENI. Et sur ce point, je me pose des questions. Comment pouvons-nous être en arrivé là? Parce que je me rappelle qu'en 2018, c'est à la CENI que le ministère a écrit. Aujourd'hui, le ministre écrit à cette structure. Il ne revient pas à la CENI, au ministre d'accréditer ou de ne pas accréditer. C'est du rôle de la CENI, à moins que je me trompe. Premier élément. Deuxième élément, j'ai honte. J'ai tout simplement honte. Et lorsque nous parcourons le document et qu'on parle de sources de financement à justifier et qu'on parle de position partisane de la conférence des évêques du Togo, et parce que la conférence des évêques du Togo aurait eu des réclamations qui coïncident avec les réclamations de l'ANC ou bien la C14. Qu'est-ce qu'il interdit? Si des gens ont senti les mêmes besoins. Après observation? Non, on a dit, dans le courrier, il est écrit que la conférence des évêques du Togo, dans ses messages, notamment dans son dernier message, a formulé des demandes sur la Cour constitutionnelle et sur le cadre électoral, et qui coïncide avec des demandes que la C14 et l'ANC avaient déjà formulées. Donc, il y a... c'est comme s'il y a une complicité, ou bien ils sont partisans. Je dis, pour moi, c'est des arguments, je ne dirais pas que c'est fallacieux, mais c'est trop fragile. Il ne faut pas abuser de son autorité. Sur la question de source de financement, il est ridicule au Togo de demander, de douter des capacités financières d'une structure comme l'Église catholique. Le Conseil de justice n'est pas une association. C'est une structure de l'Église catholique qui, de 5 ans à 9 ans, passa par Lomé, sans oublier par Limé, Sotobois, à Djengré, à Zanou, Kévé ou ailleurs, a construit les écoles primaires, a construit les écoles, a construit des centres de santé, a construit des écoles supérieures, des centres de formation, au moment où l'État ne disposait pas de moyens, où l'État n'a pas pu agir. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'interroger sur le sujet du financement. Si des gens ont pu agir en ce moment-là, mais pourquoi n'a pas demandé, quand les gens ont voulu créer le chaos, quand les gens ont voulu créer les ZAG, quand les gens ont voulu créer les centres de formation Don Bosco. Vous voulez parler des universités privées? On peut aussi se servir de cette structure-là pour déséquilibrer, pour créer des problèmes dans l'État. On ne l'a pas demandé de dire où vous trouvez les centaines de millions. Mais je dis, c'est trop bas. C'est tout simplement bas qu'on cherche ces arguties pour dire aux gens que nous ne voulons pas de vous. On dit que les gens ont des comportements partisans, positions partisanes, comme ceux qui sont dans cette structure ne sont pas des Togolais. Mais c'est le même État que lorsque Trump fait appel à la même Église, à des responsabilités sensibles. Il dit, on fait comme si on n'est pas au Togo, on ne se connaît pas. On ne sait pas ce que l'un fait, on ne sait pas ce que l'autre fait. Non. On peut dire tout simplement, nous ne voulons pas que vous veniez observer. Allez. Mais parler de l'impartialité. Comment évitons de nous ridiculiser. Évitons de nous ridiculiser. Mais, vous savez, je suis observateur électoral international. J'ai eu à faire de l'observation électorale dans au moins une dizaine de pays à l'étranger. Et j'ai vu des gens qui sont venus à Lomé. Le guide de l'observateur électoral, qui sont venus observer,
nous interdit un certain nombre de comportements. J'ai vu des gens qui, à la nuit, déjà à 10 heures, sur la TVT, ont tenu des propos. Ça m'a fait sourire. On a vu des gens qui viennent dans nos pays pour observer. Quand vous retrouvez dans le pays, vous cherchez même où ils sont, vous ne les trouvez pas. On voit des culs-d'âme, je dis bien des culs-d'âme, sortis de nulle part, qui on nous balance ici. Aujourd'hui, on vient de dire au Conseil de justice et paix que on est parti, les gens sont partisans. En tout cas, je crois que l'Église catholique du Togo n'a pas à se morfondre devant un tel agissement. Les gens ont qu'à faire du pays ce qu'ils veulent. Que les juges se concentrent sur ce qu'ils sont en train de faire. C'est tranquille, quoi. Le mois du rendez-vous viendra. On est au Togo, on n'est pas ailleurs. Le mois du rendez-vous viendra. Les gens n'ont qu'à faire... C'est de tout ça dont on parlait tout à l'heure. Les gens n'ont qu'à continuer à faire du pays ce qu'ils veulent. Le rendez-vous viendra. C'est ça. Si nous ne faisons pas l'effort de dépersonnaliser les structures de l'État, demain, nos pays auront des soucis. On n'a pas eu honte de dire certaines choses. Moi, j'ai honte à la place des gens. J'ai vraiment honte à la place des gens. On aurait pu prendre le temps de chercher, même... C'est même pas la petite bête, ça. Non, c'est dommage pour ce pays. Monsieur Kansalemou, vous voulez réagir par rapport aux analyses de... Je pense que ceux qui nous suivent réagissent mieux que moi. Mais est-ce que nous devons faire des choses suivant la loi? Gilson vient de dire, oui, le ministre a répondu à la lettre, ce n'est pas normal, ce n'est pas conforme à la loi. C'est le ministère de tutelle. Je ne suis pas sur ce point. Je ne suis pas sur ce point. C'est le ministère de tutelle. Et vous avez bien démontré que, selon le code électoral, c'est à la CENI de prendre la décision d'accorder ou non l'accréditation. OK. Est-ce selon le code électoral, il faut que les organisations qui demandent l'accréditation pour observer déclarent les sources de leur financement? Si c'est oui, ou bien on respecte la loi, ou bien on ne la respecte pas. Si vous êtes d'accord que la loi soit respectée par celui qui doit donner l'accréditation, eh bien, de même, la loi doit être respectée par rapport aux conditions à remplir pour obtenir l'accréditation. Le Conseil de paix de l'Église catholique, je rappelle, ce ne sont pas les militants de l'opposition seulement qui sont des chrétiens catholiques. Les chrétiens catholiques appartiennent à tous les courants de pensée, à toutes les tendances politiques et même des apolitiques, des neutres. Alors, l'engagement que cette structure a pris depuis un certain nombre d'années montre clairement, par des actes bien pris, l'orientation politique que l'Église veut donner à notre pays. Cette organisation a demandé de boycotter le recensement électoral en suivant la C14. La même organisation a demandé de boycotter, pour accompagner bien sûr la C14, les élections législatives. Quitte à elle de se reprendre, je vais aller observer. Vous demandez de boycotter un processus et vous demandez à observer? Ça, on ne comprend pas cela. Alors, l'implication de l'archevêque dans le choix des candidats, dans l'accompagnement. Je parle de Monseigneur Podjo, qui a choisi, ou du moins qui a conduit le processus à choisir un candidat d'opposition. Qui n'agit pas au nom du conseil épiscopal. Il a signé, le paradoxe c'est que il signe la déclaration du conseil épiscopal, au même moment, il fait le contraire de ce que le conseil épiscopal fait. C'est qu'au niveau aujourd'hui, le comportement des responsables de l'Église, ou du moins des organisations appartenant à l'Église catholique, crée une confusion et même risque de toucher la foi des chrétiens togolais. Ça pose problème. Ça pose problème. J'aurais mieux compris
que le conseil, ce conseil qui demande l'accréditation, déploie les 9000 personnes comme délégués du candidat choisi par l'Église catholique. Si Monseigneur Kodjo jure par la Bible, eh bien, que ces 9000 soient déployés comme délégués du candidat choisi par l'incarnation de la Bible, qui est Monseigneur Kodjo. Par l'observation. Qu'est-ce qui dérange que le conseil déclare notre source de financement, c'est tel. Nous obtenons notre argent de tel. Alors, le conseil épiscopal... Et puis, je n'ai pas terminé. Le conseil épiscopal dit que nous sommes financés par la conférence des évêques du Togo. Voilà, on en est là. Oui, c'est vrai que... Oui. C'est vrai que le conseil épiscopal est une structure de la conférence des évêques du Togo. Il dit, nous sommes financés par la conférence des évêques du Togo. Voilà. Mais ce qu'on... Il y a quelques jours... Je n'ai pas terminé mon temps de parole. Je donne une précision. Il y a quelques jours, lorsque, sous l'impulsion de la conférence des évêques du Togo, le conseil épiscopal, le conseil et justice et paix, en collaboration avec CRS Togo, organise des séminaires de Lomé à Dapaon sur la coexistence de nos populations. Personne n'a trouvé à Rossi le Baudet. Mais si nous ne nous ridiculisons pas... Alors, on va donner la parole à M. Constant Lemou, qui... Vous étiez sur... voilà. Mais Jason nous dit, la source de financement, c'est le conseil épiscopal. Mais pourquoi ne pas donner cette information à la CENI et au ministère de tutelle? Pourquoi? Quand on donne l'information, on vérifie, on s'assure que oui, le financement est normal et on donne l'accréditation. Pourquoi? Nous doutons. Le ministre dit, nous ne continuons pas à douter. Non. On ne pas dit, non. Vous ne nous donnez pas. Non. Si vous avez la lettre, lisez-la. Il ne faut pas changer les termes. C'est que le conseil a refusé de donner les informations sur ces sources de financement. C'est l'argument avancé par le ministre. Si vous avez des informations sur ces sources de financement, je pense que ce n'est pas tard. Avancez-les et allez donner au ministère pour que le conseil puisse obtenir, le conseil de paix puisse obtenir l'accréditation, aller faire son travail. Mais moi, je le vois beaucoup plus dans le rôle de jouer le rôle de délégué du candidat choisi par l'Église. Les œuvres réalisées par l'Église n'ont jamais été financées de façon sournoise. Ça a été au vu et au su de tout le monde. Attention à ne pas faire de l'amalgame. L'Église catholique n'a pas choisi. Je voudrais revenir sur cette... S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est à dessein. Alors, l'Église catholique n'a pas choisi de candidat. L'Église catholique togolaise... Oui, je viens. La conférence des évêques du Togo, qui est la réunion des 7 diocèses du Togo, Lomé, l'archidiocèse, Anéron, Palimé, Atapamé, Kara et Sokorel. Cette conférence des évêques du Togo, présidée par l'évêque de Palimé et Monseigneur Benoît Lornou, dispose pour de structures qui est, entre autres, le conseil justice et paix, dont le premier responsable épiscopal est son excellence Monseigneur Nicodème Bariga, l'archevêque métropolitain actuel de Lomé et administrateur du diocèse de Atapamé. Cette conférence des évêques, à ma connaissance, en tant que Togolais, n'a jamais, ni hier, ni avant-hier, ni aujourd'hui, n'a jamais désigné de candidat, à une quelconque élection présidentielle, pas même pour l'élection présidentielle prévue pour le 22 février. Même si c'est un membre un membre du conseil épiscopal qui l'a fait. 2020. Je crois qu'en la personne en la qualité de c'est vrai que c'est Monseigneur Fanoko Philippe Kodjo, mais en sa personne et en relation avec d'autres organisations également qui ont choisi. Je pense que la conférence des évêques, la conférence des évêques a un rôle. J'avais apprécié la dernière déclaration de la conférence. Non, prenez l'avant-dernière. S'il vous plaît. Non, prenez l'avant-dernière. S'il vous plaît. Dans laquelle la conférence avait déjà dit que l'acte que pose l'archevêque émérite de Lomé n'engage pas la conférence.
Il faut prendre l'avant-dernière avant de prendre la dernière. Il appartient Oui. à la conférence des évêques de rappeler Monseigneur Baudreau à l'ordre. On ne peut pas. Où est l'autre? On ne peut pas. Où est l'autre? Il est libre quand même de pouvoir donner son avis et peut-être avoir également. Ce n'est pas un avis qu'il donne. Il agit en tant qu'évêque. Non. Si. Non. Si. Non. Mais cela, c'est pas ça. C'est ce qu'il a toujours affiché. Vérifiez vos mots. C'est toujours ce qu'il a toujours affiché. En tant que citoyen. Non, pas en tant que citoyen, mais en tant qu'évêque. Non. C'est pourquoi nous attendons la réaction de la conférence épiscopale. Ah oui, il a toujours agi en tant qu'évêque. Monsieur Lemou, Avec évêque émérite. Qu'est-ce que vous appelez l'action de l'évêque? Je ne sais pas. Et de ce quoi vous dites, il agit en tant qu'évêque émérite. Il était membre de la conférence épiscopale. Membre de la conférence. Non, justement. Membre de la conférence. Laissez-moi pas oublier ça. Laissez-moi vous disiez ce qui vous échappe. Et non? Il n'agit pas en tant que membre de la conférence épiscopale. Oui. J'ai dit tout à l'heure que la conférence des évêques est un regroupement des évêques de Togo. C'est une sorte de coordination. Monseigneur Baudreau en est membre. Et ce n'est pas à ce titre-là qu'il pose ses actes politiques. Mais il est évêque quand même. Il est évêque. Et ce que vous oubliez, il est évêque, il n'est plus en fonction. Oui. Il ne dispose plus de circoncision pastorale. Oui. Il est évêque à vie. Il est évêque à vie. Et c'est quelque chose qu'on ne va pas lui enlever. Membre de la conférence épiscopale à vie. Il est membre de la conférence. Et agit en tant que tel. Non, il n'agit pas. C'est ça que vous ne voulez pas. Il n'agit pas. Lorsqu'on a un statut, il faut le respecter. Non. Lorsque vous vous laissez traîner, quand même que lorsque vous, tout en appartenant à nous une sommes des organisation, adultes, nous sommes des adultes. Lorsque vous prenez soin de vous laisser tout nu, vous ne pouvez pas empêcher les enfants de regarder vos testicules. Ça c'est clair. Maintenant, si la conférence trouve normal ce comportement-là, elle ne peut pas l'imposer à l'État. Le ministre... On peut appartenir à une organisation et avoir quand même des avis personnels. Je ne sais pas si c'est ça le rôle des évêques. Je ne sais pas si c'est ça le rôle des évêques. On vous a dit... Je me réserve. Je dis bien, à partir du moment où le Conseil de paix a eu à prendre des positions politiques claires dans un passé très récent, eh bien, il y a lieu ce Conseil continue de jouer son rôle politique. L'observation exige la neutralité de l'observateur. Par conséquent, ayant pris cette position politique, aujourd'hui, ne peut pas observer et donner des avis à partager à toutes les tendances politiques. C'est mieux. Ne peut pas ou ne peut plus. Ne peut pas. Ne peut pas. C'est mieux que le Conseil épiscopal déploie des délégués, du candidat choisi par l'évêque. Là, personne ne va contester quoi que ce soit. Mais en tant qu'observateur, ce Conseil a déjà remis en cause sa neutralité politique. Alors, et ce n'est pas possible. Non, je viens. Et lorsque le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a décidé de mettre en place la CVJR, au Togo aussi, Commission Vérité, Justice et Paix, il y a des partis politiques qui ont dit ne pas croire à ce processus et qui ont refusé d'adhérer à ce processus. Mais ils se sont réclamés après des résultats de la CVJR. Monsieur Lemou, calmez-vous. Non, je viens. C'est important. Le chef d'État a sollicité l'Église catholique. L'Église catholique a répondu. Le chef d'État a sollicité les catholiques pour la présidence de cette commission. L'Église a répondu. On n'a pas trouvé que l'Église est partisane. Parce qu'elle a répondu à une sollicitation du chef de l'État. Pas pour son parti politique. Pas pour son parti politique. En 2005, c'est pour le pays, non le parti politique. Le président Faure Gnassingbé était arrivé au pouvoir. Oui. Et que la coexistence même au Togo était presque ébranlée. Et qu'il a mis en place, il a souhaité mettre en place la commission de réécriture de l'histoire. Il a sollicité la contribution de son Excellence Monseigneur Robert Casimir Dossé Ano, archevêque émérite de Lomé, qui en ce moment-là vivait, qui résidait même à Genève,
qui a demandé l'autorisation de la conférence des évêques du Togo, qui a accepté la présider. Même si le rapport de cette commission remis n'a jamais été publié par l'État togolais, mais Monseigneur Dossé, paix à son âme, a présidé cette commission, a fait son devoir. On n'a pas trouvé que la position de l'Église est partisane. Mais lorsque la conférence... J'aurais souhaité qu'on me dise que tous ces travaux ont été faits pour un parti politique. Lorsque les évêques du Togo trouvent que devant tel acte, ce n'est pas normal et qu'ils donnent des recommandations qui ne coïncident pas avec la position de l'État, on trouve qu'elle est partisane. L'Église, lorsque nous référons à ce que nous appelons l'enseignement de l'Église sur l'enseignement social, la doctrine sociale de l'Église, l'Église vérifie ce qui est bon pour l'individu, pour l'esprit et pour le corps. Et c'est par rapport à ça que les évêques du Togo prennent position. La conférence prend position dans des déclarations, soit signées par l'ensemble des évêques ou signées par le président de la conférence, ou des déclarations, lui, par le secrétaire de la conférence, un prêtre, avec l'autorisation de l'ensemble de la conférence. Vous savez, ce qui est dit aujourd'hui, ce qui est dit aujourd'hui, c'est un amalgame inutile qu'on se crée pour se voiler la face. Alors, je pense que on ne peut pas. Bien sûr, c'est l'amalgame dont vous parlez, c'est justement cet amalgame. C'est vous qui le créez. S'il vous plaît, le président de la République a agi en tant que président de tous les Togolais et non président de son parti politique. Il a demandé des travaux. Le conseil épiscopal également parle pour la population. Je reviens au niveau du conseil épiscopal, si vous permettez. Les travaux demandés par le président de la République à l'Église catholique, c'est pour l'ensemble du pays et non pour le parti politique. Et alors? Nous avons, au début des années 90, l'expérience des autres pays qui ont sollicité l'Église pour gouverner les conférences nationales. Le Togo a fait l'exception. Et Monseigneur Kodjoura a trahi l'ensemble de la confiance des Togolais en capotant cette conférence, en la déviant des objectifs. Aujourd'hui, c'est encore lui qui avait fait pleurer à Guillaume à la conférence nationale, qui le soutient pour être candidat. Et c'est lui, s'il vous plaît, nous n'avons plus du temps. Nous n'avons plus du temps. Tu t'arrêtes et je m'exprime. Tu t'arrêtes et je m'exprime. Le Conseil de paix a clairement pris position politique et aujourd'hui, elle ne peut pas se réclamer d'une organisation neutre. C'est tout. Alors, on va c'est pas fini. Le dernier sujet. Non, pas de sujet. Alors, ça concerne notre pays. Non, attends, je viens. Si vous ne pouvez pas arrêter mon contradicteur pour avancer, nous serons obligés d'être dedans. Le recours de Jean-Pierre Fabre auprès de la Cour constitutionnelle pour mettre le président togolais Faure Gnassingbé hors jeu, l'opposant de l'ANC au régime en place déclare que l'actuel président ne devrait plus se présenter pour un 4e mandat présidentiel de Togo. Est-ce que le recours de Jean-Pierre Fabre aura-t-il gain de cause? Le président de l'ANC aura-t-il gain de cause dans ce recours? Est-ce que vous pouvez m'aider à savoir devant qui il a déposé son recours? Devant la Cour constitutionnelle. Merci. Je doutais. Et dans ce recours, il conteste la Cour constitutionnelle, la légalité de la Cour constitutionnelle. Et c'est devant cette Cour qu'il dépose le recours. Et il dépose le recours en tant que candidat. Et sa candidature est validée par la même Cour constitutionnelle. Vous savez, je ne sais pas comprendre. Je ne sais pas comprendre un serpent qui se mord la queue. La Cour constitutionnelle a été mise en place conformément à la loi. Et Jean-Pierre Fabre était d'accord et a accepté de déposer sa candidature. Mise en place. Et là, complète quand même. Et là, elle est incomplète, mais elle est conforme à la loi. En quoi? Et acceptée par ceux qui l'ont réclamé. Parce que ceux qui réclamaient la mise en place de la Cour constitutionnelle savaient très bien que le Sénat n'existait pas encore, n'était pas mis en place. Mais là, c'était un piège. Là, le Sénat n'était pas mis en place. Eh bien, le président de la République, pour le dialogue, le consensus, quoi, on appelle des gens qui vont se réunir dans une salle et se partager les sièges au sein de la Cour constitutionnelle. Non. Le président de la République a laissé faire la loi.
Les institutions qui sont en place ont désigné les membres. Dès que le Sénat sera mis en place, eh bien, le Sénat va compléter avec les deux membres restants. Maintenant, celui qui fait recours, à la conférence de presse, il a dit sa candidature, il la maintient. La même Cour constitutionnelle a validé sa candidature et il se sent candidat. Cette Cour-là qu'il conteste, dont il conteste la légalité. Ensuite, je ne sais pas, même ceux qui n'ont pas fait le droit à l'université, ceux qui ont suivi seulement des émissions sur le droit, savent que on ne peut pas faire les décisions de la Cour constitutionnelle sont d'aucun recours. Alors, je me demande, est-ce que Jean-Pierre Fabre a encore tout son sang-froid, toutes ses aptitudes intellectuelles en place pour lui permettre d'analyser la situation réelle devant laquelle il se trouve? Être candidat. Et puis, souvenez-vous bien, l'une des pièces maîtresses du dossier de candidature que Jean-Pierre Fabre a déposé, je veux parler du certificat médical, a été délivré par des médecins désignés par la Cour constitutionnelle dont il conteste la légitimité. Mais je ne sais pas comment un serpent peut se mordre la queue, à moins que le principe qui lui est proprement reconnu de faire leurs choses et leur contraire à la fois s'applique naturellement. Et là, nous attendons aussi logiquement à sa conclusion habituelle, on m'a volé. Alors, vous voulez répondre à la question? Oui. Oui. Jean-Pierre Fabre, aura-t-il gain de cause? Je ne saurais le dire. Il revient aux institutions qui sont saisies de voir le Togo, de voir les consciences, de voir les dispositions qui gouvernent le Togo, et pour une fois, de réagir de manière assez objective. Mais qu'est-ce que je voudrais dire? La Constitution donne possibilité à tout candidat de pouvoir se prononcer sur ce qu'on appelle le contentieux électoral. En 1993, à la veille de la présidentielle de 25 août 1993, Maître Yavi Agboyibor, président du CAR, avait saisi la Cour suprême qui faisait office de la Cour constitutionnelle au fait d'invalider la candidature d'Edem Kodjo du Code 2 au motif que le Code 2 était composé d'associations de partis politiques, ce qui normalement ne pourrait pas faire acte de candidature. Ne sachant pas que ces amis du Code 2, au moment du dépôt de la candidature d'Edem Kodjo, ce n'est exclusivement que les partis politiques qui ont déposé la candidature. C'est dire que il a qualité à contester. Le contentieux électoral commence à partir de là. En 1993, Agboyibor avait saisi la Cour suprême au fin d'invalider. Et la Cour suprême, qui faisait en ce moment, puisqu'il n'y a pas de Cour constitutionnelle, qui faisait office de Cour constitutionnelle, avait présenté les pièces que non, la liste des éléments constituant le Code 2 était composée uniquement de partis politiques. Donc, en gros, il aura quand même une réponse. Ça signifie que Jean-Pierre Fabre a qualité. Si, ce n'est pas une décision de la Cour suprême qui est contestée, mais nous sommes en matière de contentieux électoral. Donc, il a qualité à saisir la Cour suprême. La Cour constitutionnelle. La question que je me pose aujourd'hui, qui s'est permis le luxe de supprimer de la Constitution cette disposition transitoire? Dans la Constitution, avant l'amendement de 8 mai, il était écrit: en attendant la mise en place du Sénat, l'Assemblée nationale pourvoit les places octroyées au Sénat. Qui a enlevé ça de la Constitution? C'est cette phrase transitoire sortie de la Constitution qui nous crée toute la merde aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on l'a enlevé. Je ne sais pas si on s'est dit qu'au soir du 8 mai, on va rapidement mettre en place le Sénat pour en aboutir là. Sachant bien que pour mettre en place le Sénat, c'est tout un processus. Ça mettra du temps. Et c'est ça. Je ne sais pas ce que nous sommes en train de faire avec ce reliquat de Cour constitutionnelle.
Sincèrement. Une réponse rapide. Non, laissez-moi. Une réponse rapide. Ce n'est même pas la peine de continuer ce développement. Il ne sert à rien. Alors, si on savait que nous ne disposons pas des institutions en entier pour faire les trucs, prenons le temps de bien faire les choses. Mais je ne me prononce pas sur la saisine de Jean-Pierre Fabre, mais je dis simplement qu'il a qualité à rester. Il a qualité à saisir la Cour. Nous sommes en matière de contentieux électoral. On ne peut pas dire que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas attaquables à la matière. Ici, ce n'est pas le cas. Il dit, nous sommes en période électorale, donc il a qualité. Deuxième élément, qu'on me dise celui qui et pourquoi on a sorti cette disposition transitoire de la Constitution au soir des amendements du 8 mai pour nous créer cette maître constitutionnelle dans laquelle nous nous retrouvons. Mais j'applaudis les députés qui ont sorti ce bout de phrase qui maintenait notre situation dans une transition permanente. Non, toi aussi. Si tu ne vaux plus que ça, hein, monsieur Lemou. Je vais te démontrer que tu as fait un développement qui ne vaut pas la peine. Non, monsieur Lemou. Est-ce que j'ai la parole? J'ai beaucoup de respect. Est-ce que j'ai la parole? Non, quand même. Est-ce que j'ai la parole? Les gens me suivent. Est-ce que j'ai la parole? Les gens me suivent. Je pense que prochainement, il faut relever le niveau du plateau. Non, monsieur Lemou, quand même. Il faudrait relever le niveau du plateau. Non, le minimum, c'est de respecter le temps de parole de l'autre. Pas devant moi. Après, moi, vous dire ça. Mais quand même. Tu pouvais ne pas répondre à non. Je pense que prochainement, vous allez relever le niveau du plateau parce que nous sommes de très loin. Non, quand même. Non, maintenant, vous aussi. J'applaudis les députés qui ont sorti ce brin de phrase qui nous maintenait dans une transition permanente. La Cour constitutionnelle avait son mandat qui courait jusqu'en 2021. Par conséquent, ce bout de phrase ne créait aucun problème. Nous avions jusqu'en 2021 pour mettre en place le Sénat et que le Sénat participe au renouvellement de la Cour constitutionnelle lorsque son mandat serait terminé. Ce sont les hommes politiques de l'opposition qui ont saisi la CEDEAO pour réclamer l'exécution du reliquat de la feuille de route qui ont obligé le président de la République a décidé, a instruire que la Cour constitutionnelle, quand bien même elle n'a pas atteint la limite de son mandat, soit recomposée. Par conséquent, je l'ai dit, ne fais pas jouer les enfants, ces hommes politiques, en réalité, c'était pensant que le président va les réunir, ils vont se partager les places. Jamais, ça ne passera pas. Arrêtez ça. Ça ne passera pas. Ah oui, non. Quand vous ne voulez pas respecter la loi, eh bien, la loi s'impose. La loi s'impose à tous. La loi s'impose. S'il te plaît. La loi s'impose à tout le monde. J'ai trop d'estime.